Bonjour à tous. Cartouche numéro 46. Les cartouches sont destinées à jeter un regard critique sur l'actualité de façon peut-être plus légère, même si les sujets abordés sont parfois graves, y faire preuve en essayant un peu d'humour et, bien évidemment, dire du mal des gens que nous n'aimons pas. Avant d'aborder le programme d'aujourd'hui, je voulais commencer par parler de moi. Non, pas spécialement de moi, mais du travail que j'effectue maintenant depuis plusieurs années sur mes supports. Je rappelle qu'il faut vous abonner à chacun d'entre eux. Il y a la chaîne vidéo devant laquelle vous êtes, il y a le blog et il y a les réseaux. N'hésitez pas, abonnez-vous. Je pense que le nombre donne de la force. Soutenez-moi aussi sur le plan matériel parce que ça me permet de continuer parce qu'il y a toujours des besoins matériels précisément. Simplement aujourd'hui, je voudrais revenir sur l'ambiance qui commence à entourer ce que je fais. On avait parlé de la notice Wikipédia, mais c'était un symbole euh, que, de cette intention qui m'est prêtée par ceux qui n'aiment pas ce que nous racontons, qui n'aiment pas que un certain nombre d'entre vous le suivent. J'ai fait l'objet de plusieurs attaques de diverses natures, y compris des attaques numériques. Je suis désormais paré pour essayer de les éviter. Il y a des trolls qui viennent d'ailleurs sur la chaîne YouTube moins, mais sur le blog qui viennent la nuit en général pour essayer de pourrir. La technique est la suivante, c'est-à-dire qu'on y professe du racisme pour pouvoir ensuite prétendre que dans la mesure où je ne contrôle pas, je laisse s'exprimer une parole contraire à la loi. Alors, ça m'oblige, mais bon, ben, je le fais, ça m'oblige tous les matins au réveil, en prenant mon café, à aller faire un tour justement sur mes réseaux, sur mes commentaires pour supprimer ceux qui sont susceptibles d'encourir les rigueurs de la loi. Là, il se produit quelque chose probablement de plus sérieux. Euh, J'attends les confirmations, mais il n'est pas du tout impossible qu'il y ait des procédures visant la loi sur la presse, diffamation, injure, etc. Nous verrons. Bon, pour l'instant, je suis équipé, je suis avocat. J'ai un environnement qui me permet d'aller à ces combats de façon plus facile que les autres citoyens puisque je sais de quoi il s'agit. Non, là, c'est une offensive lourde qui passe par le Conseil de l'ordre des avocats. Je suis avocat honoraire, ça veut dire que je n'exerce plus, je me suis fait euh, au maître du barreau, et voilà maintenant qu'on saisit le Conseil de l'ordre de plaintes contre moi, en annonçant d'ailleurs des plaintes pénales. La dernière en date, et je reviendrai vers vous, la dernière en date, c'est une plainte qui m'accuse, surprise, d'apologie du terrorisme parce que, horreur, j'ai osé critiquer l'ambassade d'Israël en France pour un tweet qu'elle a publié, lequel tweet était un crime de guerre. On y reviendra. On y reviendra dans le détail. Je réserve la priorité de mes observations à l'ordre des avocats, au Conseil de l'ordre, mais je vous informerai de ce qui se passe concernant la liberté d'expression dans ce pays. Voilà. Bon, écoutez, maintenant nous allons passer à au programme de cette vidéo en commençant par les malheurs de Marine Le Pen. Je précise juste que c'est une procureure qui a déclaré concernant un des prévenus, je n'ai aucun élément, mais je ne peux pas demander la relaxe, ça me fait trop mal. Oui. Et c'est ça qui vous a entre guillemets, Et le alors, plus marqué. je vais ajouter pour compléter, parce que ce que vous avez dit est presque exact. Il manque les mots suivants, mais je vous rassure, je ne requerrai pas la relaxe. Mais je vous rassure, voyez-vous, je vous rassure, je ne vais pas requérir la relaxe, ça me ferait trop mal.
Et ça, c'est une attitude tout simplement qui est contraire aux obligations déontologiques des magistrats. Et pourquoi là, ça devient grave, indépendamment du fond? Bon, alors j'ai commencé par cet extrait vidéo qui posait un problème politique tout à fait essentiel et qui est celui qui sert d'arrière-plan à cette affaire. Bon, vous avez tous entendu parler des réquisitions du parquet à l'encontre de Marine Le Pen spécifiquement et des autres membres du Rassemblement national qui étaient poursuivis dans l'affaire que l'on appelle l'affaire des attachés parlementaires du Parlement européen du RN ou l'affaire des emplois fictifs du RN. Alors, je ne vais pas y revenir encore, mais si d'ailleurs je vais y revenir, après tout, pourquoi pas. Mon bouquin parle de ça, il fait 600 pages, c'est un travail important que j'ai réalisé, qui dressait un panorama de ce qui s'est produit dans notre pays depuis plus de 30 ans et qui a abouti à une situation que je considère comme préoccupante pour la démocratie française, où la justice, l'appareil judiciaire, a conquis son indépendance et son autonomie, mais non pas pour utiliser ce qui est sa mission, ce qui est son devoir, l'impartialité, mais au contraire pour être partial et partial sur des bases directement politiques. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus. Aujourd'hui, on parlera plus spécifiquement du problème posé par les réquisitions du parquet, parce que la décision n'est pas encore prise, hein. On verra bien lorsqu'elle le sera. Alors, je rappelle que le parquet a requis des peines assez lourdes à l'encontre de Marine Le Pen et a requis l'inéligibilité de celle-ci pour 5 ans avec exécution provisoire. Je vais revenir sur cette notion d'exécution provisoire parce que elle est extrêmement, extrêmement importante. Alors, dans ces réquisitions, il y avait 2 procureurs. D'ailleurs, avant de revenir sur la phrase qui est visée dans le petit extrait vidéo, ces 2 procureurs, il faut regarder leur trajectoire. Ce sont 2 magistrats à carrière dans les instances bureaucratiques de la politique et du ministère de la Justice. C'est très intéressant. Ce ne sont pas des magistrats de terrain, ce sont des magistrats, lorsque l'on voit, enfin, c'est pas un reproche que je leur fais, hein, mais on voit bien qu'il s'agit de magistrats qui entretiennent des relations particulières, spécifiques avec les institutions, c'est-à-dire que leur engagement politique est encore plus net. Ils sont dans les cabinets ministériels en fonction des alternances, leur carrière dépend justement de cet engagement politique, souvent, et donc, voilà, ce sont de ces apparatchiks politiques dont la magistrature dispose. Bien, je trouve que c'est très intéressant et très significatif que ce soit à ces 2-là qu'on ait demandé d'être présents aux audiences, légitimement, hein, c'est leur mission, d'être présents aux audiences et de prendre ces réquisitions. Là, la fameuse phrase, elle est extraordinaire. Elle est extraordinaire parce qu'elle constitue un aveu. Elle constitue un aveu lorsque le parquet a la conviction qu'une infraction n'est pas constituée, qu'il n'a pas les éléments permettant de l'établir, son devoir est bien évidemment de requérir la relaxe. Ça équilibre ce pouvoir d'accusation dont il le dispose. Et là, que nous dit la charmante personne qui est chargée de ce réquisitoire, ça me ferait mal de requérir la relaxe. Je ne peux pas requérir la condamnation, je n'ai pas les éléments qu'il me faut. Mais je vous rassure, je ne vais pas requérir la relaxe. Non, mais c'est fantastique ce que ça raconte. Alors, bon, j'en connais tellement qui sont sur cette base, et puis c'est toute ma thèse de cet engagement politique particulier du corps magistral. Par conséquent, je n'ai pas été surpris, peut-être juste interloqué que on commette cette erreur, parce que je pense que c'en est une. Ça témoigne d'une absence de vergogne, mais c'est quand même une erreur qui va laisser des traces et qui a permis au Rassemblement national de se plaindre. Alors,
bien évidemment, la procédure qui est dirigée contre le Rassemblement national a un caractère politique. Mais il y a des faits. Il y a des faits. Alors, sur les réquisitions elles-mêmes, je trouve ça savoureux d'entendre les politiques, parce que derrière, Marine Le Pen s'est plainte, mais elle a été soutenue par d'autres politiciens qui n'étaient pas nécessairement rattachés à sa tendance ou à son parti. Eh bien, c'est que tous ces textes dont les magistrats réclament l'application, ils ont été votés par le Parlement en général à l'unanimité. Je l'ai expliqué dans mon bouquin. C'est que tout ce dispositif répressif à l'encontre des politiques, ce sont les politiques qui l'ont choisi pour essayer de redorer leur image. Ils veulent laver plus blanc et ensuite, quand ça leur tombe dessus, ils gémissent, ils plaignent. J'ai pas vu quels avaient été, mais bon, il n'y avait pas beaucoup de parlementaires du Rassemblement national ou du Front national à l'époque au Parlement. Je ne sais pas si euh, ils ont voté ce texte sur l'inéligibilité et l'exécution provisoire de celle-ci, ce qui est une hérésie au plan des principes. La justice pénale, elle obéit à des règles, et pour justement qu'elle soit légitime, il faut qu'il y ait collégialité des décisions, procédure normée très stricte, il faut qu'il y ait double degré de juridiction, contrôle par la Cour de cassation de l'utilisation du droit. Tout ça, ça permet d'aboutir à des décisions qui, de toute façon, auront leurs qualités, leurs défauts, mais elles auront acquis une légitimité par l'application de toutes ces règles. Et qu'est-ce que les politiques ont décidé qu'on pourrait, sur certains aspects des peines, on pourrait euh, violer ces principes du double degré de juridiction et prononcer l'exécution provisoire. Et prononcer l'exécution provisoire sur quoi? Sur l'inéligibilité. Alors moi, je maintiens, c'est une hérésie, parce que c'est grave. On empêche quelqu'un, on le prive de son pouvoir de citoyen, qui est celui de solliciter les suffrages de ses contemporains. Donc, euh, cette peine est extrêmement lourde et surtout à manier avec énormément de précaution. Parce que celui qui va la prononcer, il n'a aucune légitimité démocratique autre que d'appartenir à une institution, un pouvoir séparé. Personne n'a jamais voté pour lui. Bien. Donc, par conséquent, il doit manier ceci avec précaution et on leur a dit, pas de problème, vous pouvez prononcer l'exécution immédiate, nonobstant appel, c'est comme ça qu'on dit, l'exécution immédiate de la peine d'inéligibilité. Pourquoi? Alors, c'est venu après de multiples tentatives de ces politiques de laver plus blanc, hein, pour essayer de redorer leur blason. C'est que en France, on a très envie des peines automatiques. Peines automatiques, hein, donc il faut que, voilà, si vous avez fait ça, poum, inéligible, automatiquement. Oui, sauf que c'est inconstitutionnel. La personnalisation des peines, qui est un principe fondamental du droit pénal, veut que la peine soit prononcée par le juge en fonction de la réalité du dossier, de la personnalité de la personne poursuivie. Donc, le caractère automatique, ça a été tranché par le Conseil constitutionnel définitivement. Le caractère automatique n'est pas possible. Alors, nos chers politiques ont essayé de contourner la difficulté pour donner des verges pour se faire battre, comme s'il n'y en avait pas assez. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont dit, on permet l'exécution provisoire, on exige l'exécution provisoire. C'est-à-dire que vous devez prononcer l'inéligibilité avec exécution provisoire, mais si vous ne le faites pas, si vous ne condamnez pas à l'exécution provisoire, eh bien, il va falloir que vous le motiviez spécialement. C'est-à-dire qu'on a inversé la chose, donc c'est automatique, sauf si le juge motive, mais spécialement, le fait que ce ne soit pas appliqué et que le double degré de juridiction ne soit pas violé. Bon, eh bien écoutez, c'est de ça qu'il s'agit. Ça caractérise quand même de façon très nette. Je suis un peu long sur ces questions, mais vous savez que ça me tient à cœur. Euh, Ça caractérise cette pusillanimité, cette lâcheté du monde politique.
Ça, c'était pour l'exécution provisoire. Maintenant, sur le fond. Et sur le fond, je crois qu'il faut savoir de quoi on parle. Alors, il est reproché au Rassemblement national d'avoir utilisé des attachés parlementaires au Parlement européen, c'est le Parlement européen lui-même qui s'est le premier plaint, d'avoir utilisé ces attachés parlementaires pour des tâches qui ne relevaient pas directement de l'intérêt du mandat au Parlement européen. Bien, c'est quelque chose qui est systématiquement utilisé, et je vais dire pourquoi il y a cette vision de ce que doivent être les attachés parlementaires. Mais c'est aussi le cas au Parlement français. Ce qui a été reproché à François Fillon pour permettre le coup d'État judiciaire amenant Emmanuel Macron à l'Élysée, c'est ça. Je mets de côté, parce que c'est tout à fait autre chose, c'est l'emploi fictif, entre guillemets, c'est pas dans le code pénal l'emploi fictif, mais c'est tellement pratique comme terme qu'on va l'utiliser, de Pénélope Fillon dans une revue qui était la revue des Deux Mondes, où elle avait un emploi fictif qui était une façon pour son mari d'arrondir ses fins de mois. Mais on a reproché à François Fillon d'avoir employé sa femme comme attachée parlementaire. Bien, au Parlement français. Donc, première observation que j'entends faire, c'est que tous les partis l'ont fait. Tous les partis l'ont fait. Hein, d'accord? C'est-à-dire que si on veut jouer à ce petit jeu, ça va pas être compliqué de mettre l'ensemble de la classe politique inéligible et en prison. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui vont dire oh, ce serait formidable, ça nous débarrasserait de tous ces gens. Je suis pas loin de partager cette opinion, mais pas par ce moyen-là. Désolé, ce sera quand le peuple le décidera. Alors, le problème, c'est que cette vision des choses est fausse. Elle est fausse au plan des principes, elle est fausse au plan, à mon avis, de la Constitution, et surtout, elle donne au pouvoir judiciaire, à l'autorité judiciaire, le moyen de faire de la politique. Parce que, dans l'affaire Fillon, par exemple, dans l'affaire Fillon, on a poursuivi Fillon en urgence par une procédure fulgurante pour le disqualifier politiquement alors qu'il était le favori de l'élection présidentielle 2017, mais on n'a jamais touché à M. Bruno Le Maire. Ben, pensez, il était macroniste, qui a employé sa femme comme attaché parlementaire, sa femme artiste peintre. Mais c'est une blague. Dans les couloirs du palais, vous savez, c'est comme ça qu'on qualifie les rumeurs, les discussions que l'on a au sein du monde judiciaire, dans les couloirs du palais, ça fait rigoler tout le monde. Bon, hein, que Nono le Neuneu, qui devait bien évidemment mettre l'économie russe à genoux, eh bien, avait eu besoin, comme attaché parlementaire, de sa femme artiste peintre. Il n'y a pas eu d'enquête, donc je ne sais pas si elle venait très régulièrement faire ses peintures à l'Assemblée, dans l'hémicycle, mais je pense que ça n'est pas le cas. Enfin bon, j'en sais rien, et puis on va pas s'éterniser là-dessus. En revanche, sur le fond, sur le fond, cette façon de contrôler ce que font les attachés parlementaires, cette façon de permettre aux juges, dès lors qu'on considère que le travail qu'ils ont effectué n'était pas rattachable à leur mandat, permet de donner aux juges le pouvoir de contrôler la façon dont on fait de la politique. Et ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème parce que, je suis tout à fait désolé, lorsque vous êtes élu par le peuple, que vous avez un mandat pour le représenter dans une instance parlementaire, Parlement français, Parlement européen, vous allez y faire de la politique. On va vous donner des moyens d'exercer ce mandat qui est d'intérêt public. On va vous donner des moyens. Et ces moyens, c'est vous qui allez décider la façon dont vous le remplissez.
Le mandat impératif est interdit par la Constitution française. On a, quand on vote pour un parlementaire, on n'a pas la possibilité de lui dire vous ferez ci et ça précisément. Or, c'est exactement ce que on fait avec cette façon de dire. On vous donne des moyens, on vous paye, on vous donne des assistants pour que vous puissiez travailler, mais on va regarder ce que font ces assistants. Et c'est nous qui allons juger si c'est bien ou pas bien. Et donc le juge devient l'arbitre du politique. Mais ça, je suis désolé, ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Et je vais prendre une expression qui montre qu'on est dans un contresens politique, institutionnel fondamental. C'est une opinion qui m'est propre, peu partagée parce que, d'abord, il faut rentrer un petit peu dans la complexité de ces questions. Et puis, deuxièmement, comme en France, on adore faire de la politique par juge interposé, quand ça tombe sur Marine Le Pen, on est très content, mais quand ça tombe sur Mélenchon, on est fâché, par exemple. Et puis, réciproquement, hein, soyons tout à fait clairs. Alors, la phrase qui caractérise ce contresens, c'est le Parlement français ou européen n'est pas l'employeur du parlementaire. Les attachés parlementaires ne sont pas les salariés du Parlement européen et ou du Parlement français. Le Parlement européen et le Parlement français ont des administrateurs, ils ont des salariés, mais les attachés parlementaires, leur employeur, c'est le parlementaire en question, qui a la responsabilité de l'organisation de leur travail. Alors, bien évidemment, c'est ce qu'elle a dit au début de l'audience, Marine Le Pen, en disant, mais attendez, on fait de la politique, donc même s'il reste à Paris, il nous aide à faire de la politique. Un garde du corps, il aide, il protège, il aide à faire de la politique, et surtout, le contenu politique, c'est la responsabilité de l'élu sur la base de sa liberté politique et sur la base du mandat qui lui a été confié par le peuple. Il n'appartient pas à des magistrats qui, en général, hein, sont sortis à 25 ou 26 ans de l'École nationale de la magistrature avec un permis de juger et qui n'ont jamais, pour la plupart, fait, heureusement d'ailleurs, de la politique directement, ou gérer des entreprises, ou militer dans des associations. Pas du tout. Ils ont une expérience sociale assez faible, je suis assez bien placé pour le savoir. Eh bien, ces gens-là vont se retrouver à pouvoir juger de la qualité politique, du contenu politique. Et ils vont le faire comment? En disant ce qui est bon pour l'institution Parlement européen, ce qui est bon pour l'exercice du mandat, au contraire de ce que pense, décide en toute liberté l'élu. Donc, lorsque des emplois sont effectivement au service du parti, parce qu'on est au siège, parce qu'on est ceci, parce qu'on est cela, parce qu'on est devenu permanent, je rappelle quand même que la Constitution française dit que les partis politiques contribuent à l'expression du suffrage universel. On en a une belle illustration. Donc, pour ce qui me concerne, je considère, mais ça vaut pour Marine Le Pen, mais ça valait pour Fillon, ça vaut pour Mélenchon. Hein, c'est pareil. Et donc, je parle de Mélenchon parce que on lui cherche des poux dans la tête. Avec la mise en examen de Sofia Chikirou, par exemple. Enfin, c'est une affaire que je connais un peu. Donc, le problème, c'est que les bases sur lesquelles ces procédures se déroulent, le contrôle du juge et l'appréciation qu'il a, je considère qu'elles sont inconstitutionnelles. C'est le principe de la liberté politique qui doit s'appliquer. Alors qu'on vienne pas me dire, oui, mais s'ils commettent des infractions, bah oui, si les attachés parlementaires se lancent dans le trafic de drogue, c'est bien évidemment que l'attaché parlementaire, ben, il va avoir des ennuis et éventuellement l'élu dont il est l'attaché parlementaire, qui le sait et ne fait rien, va en avoir aussi. Bon, donc euh, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses, parce que ce qu'on reproche aux attachés parlementaires du RN, ce n'est pas de ne pas avoir travaillé. On dit, ils ont travaillé, il n'y a pas eu d'enrichissement personnel, ils ont fait le boulot, mais ce n'était pas le boulot pour le Parlement européen. Mais le Parlement européen n'est pas l'employeur
de Marine Le Pen, le Parlement européen, quand elle était élue au Parlement européen, le Parlement européen n'est pas l'employeur des attachés parlementaires. Le Parlement français non plus. Le problème se pose de cette façon-là. Donc voilà, les quelques explications que je souhaitais fournir. Le problème, c'est que, si vous voulez, la nature ayant horreur du vide, la lâcheté de la classe politique face à ça, le besoin de redorer son blason, comme je l'ai déjà dit, le besoin de laver plus blanc, fait qu'on les a laissés faire. On les a laissés faire et les magistrats ont dit détournement de fonds publics. Bon, je ne vais pas rentrer là dans le détail parce que je suis déjà assez long. À mon avis, la qualification détournement de fonds publics ne tient pas, mais surtout, c'est le fait de s'être arrogé ce contrôle. Il y a même eu une histoire assez extraordinaire parce que dans cette affaire, dans cette affaire, il y avait eu euh, un élément de procédure en application de la loi sur les biens mal acquis. Alors, l'astuce, c'était la suivante. On disait, regardez, le Front National, le Rassemblement National, a employé des attachés parlementaires au profit du parti, globalement, au profit du parti. Ça a permis à ce parti d'avoir des voix aux élections, de progresser aux législatives, par exemple, et par conséquent, par la suite, de toucher les dotations qui sont dues au financement public de la vie politique. Et donc, on avait bloqué cet argent en disant l'infraction des emplois fictifs d'attachés parlementaires du Parlement européen ont permis de progresser politiquement et par conséquent d'obtenir ensuite, après les élections, du fait du choix des électeurs, d'obtenir une augmentation des dotations. Donc on a pris des dotations. Hein, et quand je parle de la loi sur les biens mal acquis, c'est quoi? C'est-à-dire que lorsqu'il y a des trafiquants de drogue, lorsqu'il y a la pègre, hein, qui gagne de l'argent par le blanchiment, par ceci, par cela, on vient bloquer les sommes qui ont été gagnées comme cela, parce que à l'origine, il y avait des infractions qui l'ont permis, le trafic de drogue par exemple. Et là, les magistrats avaient dit, ah, attention, ils ont violé la loi avec les attachés parlementaires qui n'étaient pas au service du Parlement européen. Par conséquent, ça leur a permis de gagner des voix. Par conséquent, d'avoir une dotation qui augmentait. Donc, on bloque la notation. Je vous assure que ça s'est produit de cette façon-là, ce qui est assez fantastique. Et lorsque je raconte cette histoire, c'est tout simplement pour dire que les politiques ont laissé faire, les magistrats n'ont pas protesté, ne sont pas battus politiquement. Et d'ailleurs, je considère, j'ai un peu suivi l'audience, que le RN ne s'est pas battu aussi politiquement. Alors maintenant, il vient se plaindre en disant, voilà, on veut priver le peuple de son pouvoir de décision. Ben, c'est pas faux, hein. C'est pas faux. Moi, je pense que les motivations derrière, elles sont bien celles-là. Mais le problème, c'est que pour ça, on va utiliser des éléments juridiques et judiciaires sur lesquels les politiques, non seulement ne se sont pas battus comme ils auraient dû, mais deuxièmement, ont voté des lois qui le permettent. Bon, donc, écoutez, je suis désolé, mais il aurait fallu se réveiller avant et ne pas être finalement à la merci de la décision qui va intervenir. Je ne sais pas ce qu'elle sera. Puisque là, c'était des réquisitions, je ne sais pas ce qu'elle sera, mais en fait, on va quand même se dire que le premier parti de France, le premier parti représenté à l'Assemblée nationale, le parti qui a présenté au deuxième tour en 2017 son candidat en 2017 et en 2022 et qui a toutes les chances de le présenter également au deuxième tour à la prochaine échéance. Donc, je ne sais pas quand est-ce qu'elle sera si M. Macron décide de s'en aller, paraît-il. Mais j'y crois pas trop, mais enfin bon. Donc, oui, oui, oui. C'est une décision extrêmement délicate. Et je dirais que si on me répond Duralex, Edlex, etc., c'est une facilité. Mais je constate que euh, la conséquence n'est pas l'usage par les magistrats de cette prérogative inconstitutionnelle qu'on leur a donnée, ce sont bien les
politique. Et ça montre bien à quel point il faudrait remettre un peu d'ordre dans tout ça. Bon, maintenant, on va parler un petit peu de notre pauvre pays, dont on nous dit qu'il est en voie de mexicanisation. Bon, expression assez lamentable, mais qui recouvre les éléments suivants. C'est-à-dire que l'ensemble du territoire est gangrené par le trafic de drogue. Des quartiers entiers le sont, et aujourd'hui, on est confronté à des phénomènes incontrôlables. Il y a les règlements de compte, il y a la violence dans les quartiers, il y a l'économie souterraine qui permet éventuellement d'acheter la paix sociale, il y a la corruption du haut en bas de la société française, et quand je dis du haut en bas, c'est ce dont je vais parler. Cette corruption qui devient véritablement préoccupante. Donc, accusation, la France est en train de devenir un narco-État. Je ne sais pas si on peut le qualifier exactement comme ça, mais en tout cas, euh, la situation est, semble-t-il, assez grave. Je ne parlerai pas ici des éléments de corruption du haut en bas dont on a entendu parler, qui sont venus dans l'actualité. Je parlerai simplement de la façon dont la société, le bloc élitaire d'en haut, traite ceux qui participent de ce trafic de drogue. Et quand je dis trafic, c'est-à-dire que je ne vais pas accuser les consommateurs d'être des trafiquants, mais comme l'a dit Retailleau, qui dit pas mal de bêtises par ailleurs, qu'il a dit, mais si on est consommateur, on participe du trafic, sur ce point-là, il a raison. Je vais donc parler de ces trois parlementaires qui bénéficient de la complaisance du système. Il y a d'abord ce pauvre Andy Kerbrat qui s'est fait piquer en flagrant délit d'achat à un mineur de 14 ans. On imagine le statut dans ces trafics du mineur de 14 ans. Hein. C'est quelqu'un qui doit être complètement sous emprise. Donc, il a dit qu'il avait reconnu les faits. Ça a été présenté comme chose de formidable. Il pouvait difficilement faire autrement. Il a été pris en flagrant délit. Alors, ses copains ont hurlé en disant, vous vous rendez compte, c'est affreux, ce sont les policiers qui ont balancé l'info. Bah oui, et, chers amis d'LFI, vous passez votre temps à taper sur la police, faut pas vous imaginer qu'elle va être gentille avec vous. Non, elle va pas être gentille avec vous. Donc, ils ont balancé cette info, et ça, c'était horrible, c'était du fascisme au galop. Le problème, c'est que le handicap brat a été défendu d'abord par Sandrine Rousseau de façon très maternelle, par Jean-Luc Mélenchon, et bien évidemment, il n'a pas démissionné, handicap brat, ce que je trouvais totalement effarant, ce qui montre bien la culture de la responsabilité dans la sphère politique. Et là, alors faut lire ce qu'il y a sur cette image que je vous présente, mais on apprend que il était déchaîné. Il était déchaîné. Il a commis des infractions. Il a déjà, bon, ça on le savait, mais il a détourné de l'argent. Il était déchaîné. Je me répète. C'est quand même assez invraisemblable. D'ailleurs, il faut lire ce qu'il raconte. Il rattache sa consommation de drogue au fait qu'il soit homosexuel. Je pense que ça vient faire là-dedans. J'espère qu'il ne cherche pas un totem d'immunité comme avait fait Madame Cassette lorsque elle a été candidate au poste de Premier ministre pour immédiatement dire quelle était son orientation sexuelle alors qu'on n'en avait rien à foutre. Mais toujours est-il que voilà, on a cette situation assez vertigineuse. Et toujours pas de démission. Andy Kerbrat ne démissionne toujours pas. C'est absolument hallucinant.
Alors, je ne sais plus qui disait, ah bah oui, mais il va euh, aller dans un hôpital parce que c'est une addiction. Ben oui, 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 mais j'espère qu'il va se soigner, si tant est que ce soit effectivement cette addiction, on n'en sait rien, mais qu'il se soigne, qu'il prenne soin de lui. Oui, 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 ça ne va pas être facile le moment qu'il vit aujourd'hui, mais il doit démissionner. Quand il s'est présenté aux élections, il se présente en plus. On a eu des vidéos comme un pourfendeur du trafic de drogue. Il n'a pas prévenu ses électeurs qui faisaient ce genre de choses. Il ne leur a pas dit. Donc il y a une tromperie. Il y a une imposture. Il faut qu'il démissionne. Et puis s'il veut rester député, ben, il se représentera. On verra ce que ça va donner. Non mais moi je suis totalement stupéfait de de ce sentiment d'impunité qui les habite tous. Non, non, non. Et puis aucun de ses amis ne dit il faut qu'il démissionne. S'il le fait, je retire ce que je viens de dire. Alors, on a une autre pantalonnade que celle d'Andy Kerbrat, on a celle de monsieur Joël Guerriot. Monsieur Joël Guerriot. Alors, le Figaro vient à son secours. Pensez donc. Il est membre du parti Horizon. Il est sénateur, et il soutient Édouard Philippe. Monsieur Guerriot, alors, il avait été effectivement expertisé. On a dit, bah oui, il consomme de la drogue, etc. Et le Figaro nous annonce, ah non, non, pas du tout. Un an et demi après, hein, nous annonce, pas du tout. Consommez pas de drogue, c'est le médecin qui s'est trompé de la case à cocher. C'est ça. Quand on fait des expertises, hein, on coche les cases sans regarder, etc. Bon, écoutez, on verra. Toujours est-il que M. Guerriot, quand même, il est accusé d'avoir drogué une députée, de l'avoir amenée chez lui et de l'avoir droguée pour essayer de la violer. Une incrimination salement lourde quand même, hein. Et donc, elle a réussi à s'extirper de ce piège. Elle a été, je crois, déposé plainte. Je me rappelle plus exactement le détail. Elle a été expertisée, effectivement. Elle avait en elle cette fameuse drogue. Quand on a interrogé Guerriot, il a dit, ah oui, c'est un copain du Sénat qui me l'avait donné parce que j'avais des problèmes avec mon chat. Mon chat, il était malade. Donc j'étais triste et j'ai demandé à un copain qui m'a donné cette drogue. Donc on trafique de la drogue du viol au Sénat, c'est formidable, hein. Et donc un an et demi après, oui, je pense que c'est un an, enfin je sais plus combien de temps, peu importe, mais la justice se hâte de prendre son temps et Monsieur Guerriot est toujours sénateur. Alors j'ai lu, je sais plus où, ah oui, mais son parti a entamé une procédure d'exclusion, mais il devait être exclu dans la minute. Enfin, voyons, c'est incroyable, c'est absolument incroyable. C'est la deuxième pantalonnade que je voulais citer, qui en dit long sur la complaisance de la France d'en haut vis-à-vis de ces problèmes de drogue. C'est quand même impressionnant. Mais il y a pire. Et c'est mon troisième sujet. Je m'en ouvre à chaque fois. C'est Pellerin, le député, celui qui a succédé à Thierry Solaire, le conseiller préféré d'Emmanuel Macron, l'homme aux 13 mises en examen. La justice prend tout son temps, hein. Oh là là, ça va pas vite, hein. Bon, donc son successeur à l'Assemblée nationale, c'est Monsieur Pellerin. Monsieur Pellerin, il est convaincu d'usage de cocaïne, d'usage de hashish. Il l'a reconnu devant des journalistes. Moi, ce sont les informations de presse dont je dispose. Il a été accusé par une assistante sociale de l'avoir proposé à son fils. Je ne sais pas ce qu'il en est, hein, et on ne le saura pas. Et on ne le saura pas si c'est vraiment ce qui s'est passé. Ça posait un sacré problème parce que l'assistante sociale a dit, mais attendez, moi j'ai un mineur en danger. Et donc, elle a fait un signalement au procureur. Le procureur, immédiatement, et je raconte l'histoire pour la 10e fois, mais je la raconterai pour la 20e, pour la 30e si nécessaire. Il a prévenu la chancellerie. Immédiatement, on a informé, ce qui est hallucinant, par violation du secret de l'enquête, on a informé Pellerin de se tenir à carreau. Et sans entendre le parlementaire, le parquet a classé sans suite. Joli, hein. Donc voilà comment
d'un côté avec un bras, on ne parle pas avec le bras, mais d'une main, on parle de mexicanisation, et de l'autre main, dès lors qu'on appartient à la France d'en haut, on va être soigneusement protégé. L'actualité, ça va très vite. Il y a accélération partout. D'ailleurs, on va avoir une vidéo cette semaine qui parlera de l'accélération du bouleversement du monde. Mais là, en l'occurrence, c'est la façon de traiter l'actualité. On a eu le coup de tonnerre dans un ciel serein, en France, s'entend, hein, qui était persuadé, je parle de l'appareil médiatique, persuadé de l'indispensable, la nécessaire, mais surtout inévitable élection de Kamala Harris, et on a eu l'arrivée de Donald Trump. Bon, c'était il y a un peu plus de 8 jours, on est déjà passé à autre chose. Alors bon, il y a beaucoup à dire et il faut analyser les conséquences de cette élection. Il faut également procéder à une analyse de ce que ça raconte sur l'état des États-Unis et sur l'état du monde. Mais là, on va continuer un petit peu le plaisir que nous a donné cette élection, non pas sur le fond. Moi, je suis extrêmement dubitatif sur la suite. En revanche, voir notre système médiatique totalement soumis aux États-Unis, mais aux démocrates américains, de voir leur désarroi, leur peine, leur surprise, ça a été un grand, grand bonheur. Alors aux États-Unis, je vous dis pas. Bon, j'ai vu quelques vidéos assez fabuleuses. Donc, écoutez, je vous en propose une dont la chute m'a bien fait rire. Comme elle est un petit peu longue, je vais peut-être la raccourcir un peu pour ne pas me faire taper sur les doigts pour les droits d'auteur par YouTube. En tout cas, petit cadeau. Are you distraught after the recent presidential election? Here at Don't Cry Cryo, we understand your pain, and we're here to help. Our expert team of cryogenic care providers can cryogenically freeze you until the Trump presidency has ended. No more crying, no more anxiety attacks, just blissful sleep until Trump is gone. When you awaken from your slumber, we'll even have a party ready and waiting for you. It will be like his presidency never even happened. It was all just a bad dream. Where am I? Oh, please tell me it's over. Wait, something isn't right. This is your captain, Elon Musk. I want to be the first one to welcome you to Mars. Sorry, Donald Trump Jr. was just elected president, and he deported all Don't Cry Cryo customers to Mars. What the... Bon, alors, Trump, il a tactiquement, il est en train de mener une opération importante, comme son prédécesseur est quand même une espèce d'ectoplasme, un fantôme, et qu'il faut attendre 2 mois pour qu'il puisse entrer en fonction le 20 janvier. Il essaie d'occuper le terrain et d'occuper l'actualité. Alors, il a commencé par une série de nominations où, semble-t-il, les néoconservateurs, les néocons avaient une certaine place, et puis hop, derrière une rafale de nominations qui dit le contraire, dès lors qu'on analyse de façon très superficielle, ce qui est un petit peu mon cas, parce que je ne connais pas précisément ces gens-là, même si j'essaye de suivre attentivement les nominations qui ont de la deuxième série avec Tulsi Gabbard, qui est une personne très intéressante, Kennedy, celui qu'on nous présente comme un anti-vax. Il y a qui d'autre? Il y a Gates, qui va être le nouveau Doge, le nouvel attorney général. Ça va être très intéressant. Ça va être très intéressant parce que lui, il va régler des comptes, semble-t-il. Là, c'est la rancune de Donald Trump qui va s'exprimer.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, il y a le patron, le secrétaire à la Défense, qui est couvert de tatouages, qui m'a l'air d'être un personnage assez rigolo. Donc voilà, bon, on va voir ce que ça donne. Simplement, cette situation dans l'actualité provoque des perturbations chez nous. Alors, je vais me faire un petit plaisir parce que Libération, que plus personne ne lit, qui appartient, comme le reste de la presse, à un plutocrate. Libération est totalement atterré par les nominations de Trump. Et nous avons l'ineffable Thomas Legrand, Thomas Legrand, mon Dieu, qui est également sur France Inter. Attention, hein, oh là là, c'est un journaliste d'une grande importance. Thomas Legrand, il est inquiet. Il est inquiet et il nous le dit. Bon, effectivement, c'est terrible parce que Trump, il tire l'État vers le bas. Alors attention, hein, l'État américain, parce que l'État français, euh, Thomas Legrand, il s'en fout complètement, hein. Le fait que cet État s'effondre, le fait qu'on a un gouvernement dirigé par un gars qui représente 6% de l'électorat, le fait est qu'on soit bloqué, qu'on soit en crise économique, qu'on soit en crise financière. Non, non, c'est pas grave. Ce qui est grave, c'est ce que fait Trump qui tire l'État américain vers le bas. Ah, c'est affreux. Bon, et donc, il dénonce les nominations. Et en particulier, on a celle de Robert Kennedy, présentée comme un anti-vax, je ne crois pas. Robert Kennedy, moi j'ai un peu écouté ce qu'il a raconté. Je ne souscris pas à sa position, mais il dit, si j'ai bien compris, et bien entendu, il dit voilà, il y a une règle, les vaccins, c'est bien, mais il dit, je crois qu'il y en a trop, et puis surtout, ils ne sont pas assez vérifiés, ils ne sont pas assez sûrs, toutes les procédures ont été accélérées, et ça, c'est pas possible. Bon, très bien, je ne sais pas ce qu'il en est pour les vaccins qui sont visés, mais voilà, bon, ça m'a l'air quand même d'être quelqu'un de raisonnable. Bon, mais attention, il va prendre la place de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est pas possible. Thomas Legrand est fâché. Voilà Rachel Levine, qui est une amirale, un amiral, on ne sait plus très bien, qui est donc transgenre. Bon, c'est son problème, hein, mais dont effectivement la stabilité n'est peut-être pas la qualité première. En ce qui concerne la santé, bon, je ne sais pas, mais voilà qui le Robert Kennedy va succéder. Bien. Et alors, il y a son meilleur copain qui s'appelle, je ne sais plus comment. Ah si, Sam Brinton, c'est ça, voilà. Alors lui, il est gratiné, hein. Il est gratiné. Il ne sait pas si il est un homme, il ne sait pas s'il est une femme. Il hésite entre les deux, il passe de l'un à l'autre, etc. Donc, ben, il est le responsable dans le système Biden, il est le responsable de la sécurité nucléaire. Oh là là, moi, ça me fera un peu peur, hein. Et des fois, il se prend pour un chien. Je vous mets toutes les photos qui témoignent de cette grande stabilité psychologique et il est poursuivi parce qu'il a pris l'habitude d'aller voler des valises dans les aéroports. Il est kleptomane en plus. Bon, vous vous rendez compte, Trump il nomme des gens normaux à des postes, c'est pas possible, hein. Il tire la politique vers le bas, hein, mon cher Thomas Legrand, vous êtes totalement un pitre. Bon, pour terminer, je voudrais parler très rapidement d'une polémique qui vient d'être lancée à propos du rachat d'une école de journalisme, une des plus anciennes, ESJ, je crois, par toute une série de grandes sociétés et donc l'accusation a fusé, à juste titre, les oligarques s'offrent l'école de journalisme. Alors,
je crois qu'il ne faut pas oublier quelle est la situation de notre pays. C'est quand même extraordinaire. Tout d'un coup, on se réveille. Mais on se réveille pourquoi? Non pas parce que on est contre le principe de ce rachat par ces plutocrates oligarques de cette école de journalisme pour bien les formater à leur service, mais parce que ce sont des oligarques de droite. Les oligarques de gauche, coucou Monsieur Drahi, coucou Monsieur Niel, il n'y a pas de problème. Bon, c'est assez étonnant. Bon, on va rappeler la situation dans notre pays, c'est invraisemblable. Tout le système médiatique appartient à l'oligarchie, à la plutocratie. Tout le système médiatique. C'est absolument invraisemblable. En particulier, qu'on ne vienne pas me dire que le service public n'appartient pas ou n'est pas contrôlé par l'oligarchie. C'est une vaste blague. Parce que chez nous, l'oligarchie qui a des pouvoirs colossaux, considérables, elle l'a choisi, elle s'est achetée, pas seulement des journaux, elle s'était acheté des journaux pour contrôler. Là, elle va acheter une école de journalisme pour être sûre que les 10 journalistes vont être comme ceux dont nous disposons aujourd'hui dans les médias systèmes, c'est-à-dire totalement soumis et asservis. Non, en 2017, sur proposition de la haute fonction publique socialiste, elle s'est acheté un président de la République. On a sorti du chapeau un gars que personne ne connaissait, qui n'avait rien fait de spécial auparavant, aucun cursus honorum, hein, et on nous a collé Emmanuel Macron, que intelligemment les Français ont réélu en 2022. Donc, c'est quand même assez fantastique. Donc, par conséquent, le service public que je paye, que vous payez, eh bien, il est également complètement entre les mains de cette oligarchie plutocratie, puisque Emmanuel Macron est leur fondé de pouvoir. Voilà. Donc, qu'on ne vienne pas nous, tout d'un coup, piquer une crise de nerfs parce que CNews est une télé-poubelle d'extrême droite, parce que les oligarques de droite vont racheter une école de journalisme. Le système est totalement gangrené au plan des principes au service de ces gens qui dominent. Tant que les Français accepteront une telle situation, rien ne changera.